Bonjour à tous. Ravi d'animer cette table ronde, cette dernière table ronde de la matinée, qui est consacrée à une thématique d'actualité, puisqu'il s'agit de savoir si l'immobilier est aujourd'hui accessible à tous. Nous savons que la jeune génération, depuis des décennies, a été un petit peu le parent pauvre de l'investissement immobilier, de l'investissement tout court d'ailleurs. Mais il y a eu effectivement un changement un peu de tendance avec notamment l'engouement pour les cryptos qui, pour le coup, attirent les jeunes, peut-être plus que les générations plus âgées. Et la question qui se pose depuis des années, c'est de savoir si cette tendance, elle est extensible à l'immobilier, qui est quand même un peu la chasse gardée des générations un peu plus seniors. J'ai vu une statistique assez récente qui disait que la moyenne d'âge dans l'investissement locatif, alors pas forcément en pierre-papier, est de 45 ans. Je ne sais pas si cette statistique vaut encore. Peut-être que les invités qu'on a aujourd'hui l'ont déjà fait baisser. C'est un petit peu ce qu'on va savoir aujourd'hui. Et savoir s'il y a vraiment des nouvelles opportunités pour des générations plus jeunes. Mais au-delà des générations, il y a une question de, on va dire, de démocratisation qui concerne aussi, je dirais, le patrimoine moyen des Français qui peuvent se permettre d'investir dans l'immobilier. Donc, quand on parle de l'investissement immobilier accessible à tous, effectivement, ça concerne je dirais, toutes les catégories socio-économiques. C'est donc un peu autour de cette thématique que nous aurons le plaisir d'écouter Nadim Takchi, qui est cofondateur d'Openstone, qui va se présenter après cette introduction, Antoine Ferraillant, directeur général de MoneyOne, et Cédric O'Neill, qui a créé et dirige Bricks.co. Donc trois acteurs, on va dire, de la pierre-papier digitale, si vous me permettez l'expression, avec des modèles très différents. Et sans plus tarder, je vais leur proposer de présenter leur activité en demandant, s'ils le peuvent, en quelques minutes, d'expliquer à quelles difficultés ils ont voulu se mesurer, quels défis ils ont voulu relever à travers leurs solutions, quels sont les pain points, comme on dit, les lacunes du marché qu'il a fallu surmonter, et finalement, est-ce que ça marche, comment ça marche, et enfin, puisque c'est quand même le thème de la question, quelle est la cible de clientèle, est-ce que vraiment il s'agit de rendre l'immobilier accessible à tous. On va peut-être commencer par Cédric. Si Cédric, tu peux nous dire comment Brix a vu le marché et quelles solutions Brix a apporté à ce marché. Bonjour à tous. Alors moi, je ne suis pas un pur produit de l'immobilier parce que je suis pharmacien de formation au niveau de mes études. Ce que j'ai constaté, moi, en faisant de l'immobilier à titre perso, c'est que il y avait très peu de personnes qui avaient accès réellement à du crédit immobilier pour pouvoir augmenter leur patrimoine. Et surtout, j'ai vite constaté que l'immobilier, ce n'est pas du tout liquide. Je pense qu'on en a tous fait les frais. Quand on veut revendre un bien immobilier, ça prend beaucoup de temps. Et quand on parle d'investissement, le facteur premier qui va faire qu'une personne va passer à l'acte sur de l'investissement, c'est la liquidité. Et d'autant plus chez les jeunes, quand on est sur des jeunes générations, en tout cas beaucoup de technologies qui nous permettent d'aller très vite dans l'investissement et le désinvestissement. Quand on regarde tout ce qui se fait sur du Web3, tout ce qui est blockchain et tokenisation, ce qui attire les jeunes là-dedans, c'est la capacité à retirer très rapidement leur argent pour le repositionner ailleurs. Ce qui fait qu'en 2020, moi, j'ai été assez surpris pendant la crise Covid de voir des solutions comme Robinhood, par exemple, aux États-Unis, ou Trade Republic, avoir des inscriptions par millions d'utilisateurs par mois sur des solutions qui permettent d'investir très facilement en bourse ou en crypto, et rien n'était fait sur l'immobilier. Donc je me suis renseigné, il y a un truc qui est assez dingue, c'est qu'il y a autant de transactions immobilières par jour aux États-Unis qu'il n'y en a à l'année en France. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, en 2 jours, vous pouvez acheter une propriété. Et en 2 jours, il y a un changement de propriété. Donc moi, ma vision, c'est qu'il faut titriser complètement le marché de l'immobilier, que ce soit pour de l'investissement, mais pour que ça soit sur la possession de résidence principale. Et donc j'ai commencé à lancer Bricks.co en disant on va transformer la propriété immobilière en un contrat de revenus futurs
avec des contrats de royalties. Et ça a fait beaucoup de bruit en France, notamment au niveau des instances régulatoires, parce que en fait, c'était transformer un titre financier en quelque chose qui n'est plus financier, et donc s'émanciper de pas mal de règles juridiques. Et ça nous a permis de faire ce que des personnes n'avaient jamais fait, c'est-à-dire permettre l'investissement immobilier à partir de 10 euros. Et donc là, massivement, on a eu un afflux de personnes de moins de 35 ans qui ont commencé à investir des tout petits tickets, 300 euros en moyenne pour commencer, pour monter progressivement à 1000, 2000 euros. Aujourd'hui, là, en l'espace de 3 ans, c'est 350 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. On a dû faire évoluer le modèle vers de l'obligataire pour se mettre en conformité avec la législation et avec ce que nous demandait de faire l'autorité des marchés financiers. Mais en tout cas, mon point, c'est que la technologie, et on parlera après d'IA et de blockchain, va nous permettre de casser certaines barrières qui sclérosent aujourd'hui pour moi le marché immobilier et ce qui empêche des allers-retours sur l'investissement immobilier. Donc c'est compliqué aujourd'hui, à mon sens, de faire de l'immobilier parce qu'il y a plein d'intermédiaires et ça peut être simplifié avec une nouvelle expérience utilisateur qui est permis notamment par les technologies qui nous sont offertes aujourd'hui. Merci Cédric, très intéressant. On y reviendra en effet aux technologies. En attendant, on aimerait bien avoir l'avis de Nadim. Nadim, ta vision, je dirais, ta solution et où en est OpenStone aujourd'hui? Alors merci, bonjour à tous. Donc moi je suis Nadim, donc je suis fondateur d'OpenStone. Et en fait, on est parti initialement d'un constat. Et grosso modo, le constat, je pense qu'on va un peu se répéter là-dessus, c'est rendre accessible ce qui ne l'est pas aujourd'hui. Avant de lancer OpenStone, on a lancé un produit d'épargne immobilière qui s'appelle le livret P. On l'a lancé en 2022 dans l'objectif de rendre accessible l'épargne immobilière en combinant le produit préféré des Français, qui est le livret A, avec plus de 55 millions de livrets A en France aujourd'hui, au travers de sa simplicité d'utilisation, sa liquidité. Toujours rendre un peu l'immobilier liquide. Ça a toujours été, en tant qu'investisseur dans l'immobilier à titre personnel, ce que j'ai recherché en cherchant à titre personnel à investir dans du centre-ville avec des biens qui sont liquides à location et puis le plus liquide possible aussi à la revente. Donc le livret A d'un côté et puis la solidité, la performance du produit d'investissement préféré, de la classe d'actifs préférée des Français qui est l'immobilier. Donc on a créé le livret P via une application mobile, simple d'utilisation, un peu comme ce que Trade Republic ou d'autres pouvaient faire. Et donc on a lancé donc le livret P en 2022 avec aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Une utilisation qui s'est faite de manière très organique, avec quasiment pas de budget marketing. Et dans l'optique en fait, de permettre aux gens de pouvoir épargner à partir de 100 euros, sans frais, avec un rendement qui varie entre 4 et 6%, avec de la gamification sur l'appli, et la possibilité de récupérer ses fonds à tout moment. Donc, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une solution qui marche bien. Et OpenStone s'est lancé un peu dans la continuité, avec l'objectif de rendre accessibles des produits d'investissement immobilier qui sont aujourd'hui réservés à une classe d'investisseurs fortunés, donc des high net worth individuals, où on va rendre accessibles des club deals réservés à partir de 100 000 euros, ou des fonds de private equity, comme monsieur faisait référence tout à l'heure avec sa question, des fonds de private equity à partir de 100 000 ou plusieurs dizaines de millions d'euros qu'on va rendre accessibles sur OpenStone à partir de quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. On a lancé la plateforme il n'y a pas très longtemps avec une dizaine de partenariats et dans les prochaines semaines, on annoncera en fait les partenaires avec les plus grosses sociétés de gestion mondiales. Donc il n'y a pas forcément eu de pivot. L'objectif était de pouvoir offrir une gamme plus large de produits et pouvoir toucher et les moins de 35 ans avec le livret P, puisque la majorité de nos utilisateurs aujourd'hui ont moins de 35 ans, effectivement, et pouvoir aussi aller toucher une cible de clientèle qui a malheureusement eu pas mal de retours négatifs ces derniers mois, ces dernières années, avec des produits d'investissement immobilier, sans forcément les nommer, qui prenaient un peu trop de frais et puis qui n'ont pas eu les performances requises sur les dernières années, et dans l'optique de proposer quelque chose aujourd'hui qui se fait un peu mieux dans le marché de l'immobilier. Merci beaucoup Nadim. Donc 10 euros Cédric, 100 euros Nadim, si j'ose dire, avec une solution qui est effectivement plus pour les personnes fortunées. Antoine, c'est un peu différent, plus un modèle B2B. Est-ce que tu peux nous expliquer ton offre et peut-être aussi les relations avec la française ?
évidemment, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Antoine Ferriand, directeur général de MoneyOne. MoneyOne, c'est vrai que dans le giron, on est un peu atypique puisqu'on est directement adossé à une société de gestion. On en parlait tout à l'heure des sociétés de gestion et de leur enjeu de digitalisation. Nous, en 2016, on a proposé à la française de créer MoneyOne.fr pour se tourner vers une activité B2C et de distribuer les solutions du groupe. Alors la française a toujours fait du B2C à travers sa gestion privée et ses codes. Et nous, on a décidé justement de venir transformer ce modèle-là à travers un site web qui distribue les produits d'épargne et donc les expertises issues du groupe. Et donc on est parti de ce constat qu'on partage tous. Les SCPI auparavant, alors nous on est sur l'immobilier, on est typiquement sur les SCPI, c'est le fer de lance de MoneyOne. On est content puisqu'on est adossé à une société de gestion qui est leader en termes de capitalisation sur ce marché-là. Donc on est soutenu par une expertise et en termes de réassurance pour les clients, c'est parfait. Mais on est parti d'un constat qui est simple et je le partage parce que moi, je suis un pur produit de l'asset management. Avant, je travaillais sur la distribution de ces produits dans un modèle B2B. Et eh bien, ces produits ils sont destinés, ou en tout cas commercialisés à travers des grands réseaux bancaires, des conseillers en gestion de patrimoine, des family office. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est eh bien, on veut démocratiser ce produit et le rendre le plus accessible possible à travers une solution tech qui est la distribution de la digitalisation du parcours de souscription pour acheter des SCPI. Donc on a été les premiers en 2016. Bon, maintenant, il y a plein d'acteurs qui nous rattrapent et qui proposent des choses innovantes. Donc c'est bien pour le marché, ça nous permet de se maintenir éveillés. Et voilà, on partage exactement le même constat. Nos SCPI, le premier produit est accessible à partir de 200 € et on a rendu ça décimalisable. Donc si vous voulez faire de l'investissement programmé sur ce type de produit-là, vous pouvez y accéder à partir de 20 € par mois. Donc le constat, on le partage. Effectivement, je ne vais pas dire qu'il y a un désamour, mais pour reprendre votre statistique tout à l'heure, alors 45 ans c'est jeune, hein, on est tous d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai écart entre les jeunes générations qui commencent à être en capacité d'épargner et les générations supérieures qui, elles, se tournent vers des actifs, je dirais, plus tangibles comme l'immobilier. Mais on sort d'une semaine d'éducation financière la semaine dernière. Je pense que c'est vraiment là-dessus où des acteurs comme nous, eh bien, on doit mettre l'accent. La crypto-monnaie, c'est bien, ça vous offre un beau retour sur investissement. La diversification, c'est mieux. Et c'est vraiment là où on se doit de mettre l'accent pour eh bien, venir toucher le maximum de personnes qui sont éligibles, parce que par essence, la SCPI, déjà, c'est vous donner accès à l'immobilier si vous n'êtes pas en capacité de le faire sur du locatif pur, ou si vous ne pouvez pas acheter votre résidence principale et que vous voulez faire du locatif. Donc par essence, déjà, le produit vous offre accès à l'immobilier et à un titre de propriété à des prix défiant toute concurrence. Et en y pluguant la solution technique derrière, ça nous permet d'élargir le spectre et les cibles que l'on souhaite toucher. Merci Antoine, c'est très clair. Donc c'est à la fois un sujet de ticket d'entrée, d'expérience utilisateur et aussi de coût. Il faut nommer le sujet aussi qui est important dans la pierre papier. Ce qui nous donne une transition un petit peu vers justement cet enjeu pour les jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de vous rejoindre? Quelle est la traction que votre solution apporte? Est-ce que c'est finalement la technologie qui fait la différence? Est-ce que c'est l'expérience utilisateur? Est-ce que c'est autre chose, l'usage? Et en même temps, j'ai envie de poser une deuxième question, comme ça José ne va pas me disputer sur le temps, il surveille. Est-ce que vous avez le sentiment que votre solution, elle répond à un défi, j'allais dire, un peu macroéconomique pour les plus jeunes générations? Pardon pour ces deux questions en une qui sont peut-être difficiles à synthétiser. On va demander à Nadim son avis pour commencer. Alors, je vais commencer avec une chose. Quand on parle d'accessibilité, oui, certainement. Les jeunes, même les moins jeunes aujourd'hui, recherchent l'accessibilité. L'accessibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir tout simplement accéder de manière digitale à un nouveau produit et donc de sortir un peu de la paperasse, ce qui est encore le cas de pas mal de sociétés de gestion aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que des sociétés comme Participe et d'autres se lancent pour permettre à ces sociétés de gestion de se digitaliser. Okay, mais c'est aussi pouvoir accéder à moindre frais ou sans frais
à des produits où jusqu'à présent, avec le nombre d'intermédiaires et de participants en fait, dans la distribution du produit, on se retrouvait avec des frais de 5, 10, 15%, ce qui venait drainer la performance à la baisse. Quand on parle d'accessibilité, enfin, on parle donc de rendre accessibles certains produits d'investissement ou l'immobilier qui, jusqu'à présent, ne l'étaient pas, avec des minimums d'entrée beaucoup plus abordables. Donc, je pense, pour qu'une solution puisse réussir, il faut pouvoir mettre ça en place. Et pour pouvoir mettre ça en place, derrière, il faut pouvoir créer un peu une sorte d'ingénierie financière, d'ingénierie réglementaire, qui, à mon sens, est plus importante que le côté technique, puisqu'au final, une application mobile, je ne pense pas qu'on ait révolutionné en fait, le monde au niveau technique avec une app mobile en regardant un peu ce que Revolut a fait ou ce que d'autres acteurs ont fait. On fait plus ou moins la même chose, on essaie d'avoir notre couleur, on apporte la gamification, des choses un peu différenciantes. Super. Mais ce qui fait vraiment aussi, selon moi, la différence, c'est de pouvoir trouver ce point réglementaire qui tienne avec les autorités de régulation et qui nous permettent en fait, de pouvoir proposer ces solutions à moindre frais. Donc, il me semblait que c'était la première et la deuxième question à laquelle j'ai répondu plus ou moins. Oui, tout à fait. La deuxième question, c'était finalement, mais elle est un petit peu distincte de la première, c'est est-ce que l'enjeu finalement en France de cette épargne immobilière pour des plus jeunes générations est quelque chose qui est apparu comme étant central dans la démarche, en l'occurrence d'Openstone? Alors, certainement. Et le problème en France, quand on compare aussi avec les pays anglo-saxons, c'est que les particuliers, les clients particuliers vont se retrouver avec des produits qui sont gangrénés de frais et aux performances médiocres. Et ça crée en fait un déséquilibre, et c'est de là en fait qu'est venue initialement en fait notre volonté de créer LivreP et puis Openstone, c'est que ça crée un déséquilibre croissant entre les gens qui ont les moyens et qui ont accès aux meilleurs produits à moindre frais, et donc qui vont s'enrichir davantage, et puis tous les autres qui représentent l'extrême majorité de la population, qui n'ont pas accès à ces produits-là parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils n'ont pas aussi les connaissances financières, cette éducation financière aussi qu'on doit apporter nous-mêmes. Chacun d'entre nous doit le faire auprès de sa communauté et pouvoir pousser ça au fur et à mesure. Donc ces éléments-là sont primordiaux pour pouvoir déjà réussir et atteindre notre objectif qui est de permettre à tout le monde d'accéder à la même chose, tout simplement. Merci Nadim. L'avis de Cédric là-dessus. Si je peux me permettre, je vais créer la polémique parce que je ne suis pas d'accord avec toi, Nadim. En fait, pour moi, les frais, c'est un faux sujet, c'est un sujet de riche. C'est-à-dire que les SCPI, l'encours moyen, c'est 75 000 € par personne, c'est 45 ans et plus. Moi, j'avais 43 ans comme chiffre pour l'âge moyen. C'est des CSP+, parisiens qui investissent dans les SCPI en majorité. Et ils font ça à crédit. Donc les SCPI, c'est les riches qui ne veulent pas s'emmerder à partir de 45 ans et qui se disent je vais mettre du crédit et je vais laisser tourner mon invest parce que j'ai fait un peu d'investissement immobilier, c'est chiant, il y a des locataires à gérer. La majorité de la population, c'est des personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois. Ces personnes-là, elles n'ont juste pas accès au crédit. Et en fait, il y a que la capacité à faire travailler l'argent de la banque qui permet d'enrichir une personne. Donc là, on ne parle même pas de frais de placement, on parle d'offrir la possibilité aux personnes de s'enrichir via l'emprunt, via la capacité à acheter un bien immobilier et à le rembourser en mettant soit sa RP dedans, soit un locataire. Et donc, moi, je vois juste que les jeunes, ils sont baignés à des vidéos TikTok, des vidéos Instagram de mecs qui leur disent moi, j'ai déjà acheté 10 biens, 20 biens. Et donc, ils ont bien conscience qu'ils n'auront peut-être pas de retraite et qu'il faut qu'ils placent leur argent quelque part, mais ils n'ont pas forcément... à mon sens, les outils et la connaissance suffisante pour faire les bons placements, et la banque ne les accompagne plus. Donc ils se disent, ok, je vais aller dans les cryptos, ok, je vais aller sur des plateformes un peu plus sécures comme LivreP, la mienne, MoneyOne, mais en vrai, moi, tout ce que je veux, c'est que mes utilisateurs, au bout de 5 ans, ils aient un peu d'argent et ils sortent de ma plateforme, parce qu'en fait, ce n'est pas sur ma plateforme, en gagnant 8%, 9% à l'année, qu'ils vont faire fortune. On a beau leur vendre le DCA avec de l'épargne, on a beau leur vendre... à mon sens, le fait qu'il va y avoir des intérêts composés, que c'est la 8e merveille du monde selon Einstein. Mais il faut juste qu'ils arrivent à mettre de l'endettement, parce que c'est là-dessus qu'ils vont vraiment faire un gros effet de levier et qui vont permettre de cranter en termes de patrimoine. Donc c'est pour ça que je pense que les frais, effectivement, il y a des gestionnaires de sociétés de gestion qui se sont peut-être gavés dans le passé sur des frais. Il y en aura d'autres demain.
Mais gagner 5 ou 8%, à mon sens, ce n'est pas ça qui fait la différence si on veut vraiment permettre à une personne de se créer du patrimoine. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable, à mon sens, de complètement casser les codes et permettre à certaines personnes de s'endetter peut-être différemment, parce que là, aujourd'hui, les banques ont du mal à suivre beaucoup de personnes qui veulent s'endetter et qui pourtant ont des situations qui tiennent la route. Tous les auto-entrepreneurs, nous, c'est malheureux, ils viennent nous voir pour se faire financer sur notre plateforme. Ils ont des méga dossiers, ils gagnent 10 000 euros par mois. Mais en fait, ils sont jugés instables par les banques, donc les banques ne les accompagnent pas. Nous, on adore, on leur vend du crédit à 8 points, alors que la banque aurait pu les accompagner à 4. Le dossier, il tourne, il est sexy, c'est win-win pour tout le monde. Et donc, c'est là qu'il y a, à mon sens, des choses à faire. Merci Cédric pour ce point de vue très, très tranché. Et on va avoir un troisième son de cloche avec Antoine. Antoine, ton point de vue là-dessus. Alors, je ne veux pas faire l'arbitre, les gars. Nous, on part de... Enfin, le constat, il est quand même assez simple, c'est qu'il y a un déficit de connaissances financières de la part des plus jeunes. Donc là-dessus, il y a un gros travail à faire de notre part pour leur expliquer pourquoi l'immobilier, sous toutes ses formes, peut être un levier pour eux à terme. L'expérience qu'on a, et puis on peut tous le tester, hein, moi le premier auprès de mes potes ou autres, quand je leur parle de SCPI et de rendement immobilier, ils me disent ouais, super, 4,5%, 5,5% avant fiscalité. Moi, il ne me reste rien du tout, donc je préfère aller vers de la crypto, vers des actions, vers de la bourse. Au moins, si je prends une culbute, je la prends et je suis content parce que j'ai vraiment gagné ma vie. C'est pour moi deux visions qui se rencontrent. Il y a la première qui se tourne vers le retour sur investissement. Je mets 10 000, combien j'ai dans ma poche? Et le deuxième, c'est quel est l'avantage patrimonial que le produit va m'offrir? Quand on parle de SCPI, effectivement, les gens vont se focuser sur le rendement, combien ça me rapporte. Par contre, je peux l'acheter en démembrement pour faire une optimisation fiscale. Alors là, je m'adresse évidemment je dirais aux personnes les plus établies. Ou je peux l'acheter à crédit pour faire du levier. Je peux la mettre dans une assurance vie pour essayer de la rendre liquide. Il y a débat en ce moment sur le sujet. Mais pour moi, il y a vraiment deux mondes qui se confrontent. Mon retour sur investissement, et c'est ce que regardent les plus jeunes. Je veux, et même parfois au détriment du risque, ce qui est pour moi extrêmement dangereux, c'est que effectivement, on voit énormément de vidéos qui disent moi j'ai fait plus de 50% avec ma crypto sur une année, j'ai déjà 10 biens immobiliers, etc., etc. Par contre, personne ne parle des risques. Personne ne parle de la perte en capital, personne ne parle du levier du crédit. Est-ce que je suis capable de l'assumer avec mes revenus? Quelle est la part de mes revenus que je peux dédier à mon épargne? Combien j'ai besoin pour payer mon crédit, remplir le frigo, etc., etc. Donc, il y a un vrai déficit et le constat, on le fait. Nous, on a créé un produit qui s'appelle Agilimo. Je vous parle de ça parce que justement, c'est rendre les SCPI accessibles à partir de 20 € par mois. Alors, on a fait des démarches et on a fait des programmes d'acquisition auprès des plus jeunes, justement, parce que les personnes qui sont capables de s'acheter des parts de SCPI à 800 €, voire plus, eh bien, ils n'ont pas besoin de ce produit-là à 20 € par mois. Donc on a lancé ça il y a 2 ans. Et le constat qu'on fait aujourd'hui au bout de 2 ans, c'est que la plupart des jeunes, ils disent 4,5% sur 20 € par mois, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Donc, alors qu'ils peuvent mettre 40 balles dans n'importe quel autre abonnement sans se poser la question de ce que ça leur rapporte. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a un vrai déficit. Si on veut arriver à amener les plus jeunes sur l'immobilier, alors évidemment, il y a les solutions techniques, l'onboarding, l'instantanéité de l'investissement, la liquidité, évidemment, est un sujet également. Mais c'est arriver à faire comprendre que l'immobilier, comme toute autre classe d'actifs, a un rôle à jouer dans une allocation patrimoniale et surtout, en dehors de cet aspect de diversification, s'intéresser à comment je peux m'optimiser et comment je peux répondre à des objectifs que je n'identifie peut-être même pas quand je sors de l'école. Moi, le premier, je suis sorti de l'école, j'ai eu mon premier boulot, épargne pour ta retraite. Ouais, sincèrement, ma retraite, j'ai 27 ans, j'y pense pas parce que j'ai pas envie d'y penser. Je préfère aller dépenser mon argent avec mes potes. Mais si on arrive en amont à faire comprendre à ces gens-là que la retraite, c'est plus l'État qui va la financer et qu'on a besoin de mettre de l'argent de côté pour justement répondre à cet objectif,
C'est comme ça qu'on arrivera à onboarder les plus jeunes et à leur donner de l'intérêt à travers l'immobilier. Très intéressant, il y a quand même un point commun qui se dégage entre vous trois, c'est l'éducation financière. C'est qu'on voit bien que finalement, ce qui est important, c'est de comprendre dans quoi on investit, comment ça fonctionne et quels sont les risques. Ça vient d'être dit à l'instant et j'ai envie d'insister là-dessus. C'est ma casquette juridique qui reprend le dessus. Et effectivement, on a des réglementations qui existent, vous avez des réglementations qui sont différentes. On va en parler peut-être maintenant, rapidement. Pourquoi effectivement ces réglementations existent? C'est en général pour informer, sensibiliser sur les risques, éviter les arnaques, naturellement. Et donc, on va demander un peu le point de vue, par exemple, à Nadim. Finalement, la réglementation pour OpenStone, est-ce que ça a été un frein? Est-ce que ça a été un accélérateur? On en a dit quelques mots tout à l'heure, mais je pense que c'est bien d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer pour aller plus loin et permettre justement soit cette éducation financière, soit cette traction supplémentaire qui permettront aux jeunes de venir de manière plus massive? Ton point de vue, Nadim, là-dessus? Alors, avant de répondre, donc, la réglementation est là aussi pour protéger. Donc, pouvoir informer dans le but de protéger les épargnants, les petits épargnants qui ont moins de connaissances. On avait fait un petit test à l'époque avec LivreP pour voir ce qui intéressait le plus nos clients. Est-ce que c'était la liquidité, l'accessibilité, le pas de frais, etc. Et en fait, c'est le rendement. C'est la première et la chose principale que la majorité d'entre eux regardent. À l'époque, j'étais encore surpris par ça et étonné de voir que les gens ont du mal à aller au-delà de ça. Ils vont se focaliser principalement là-dessus. Donc, le régulateur joue un rôle là-dedans. Maintenant, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que depuis 2017-2018, le régulateur français et puis de manière générale le régulateur européen a été de plus en plus favorable à la mise en place de réglementations qui donnent de plus en plus accès aux clients sur certains types d'investissements. Donc nous, on a utilisé le cas de la directive Prospectus qui avait été lancée en 2018 au niveau européen et que l'AMF a repris dans sa globalité, qui nous a permis de lancer OpenStone et de pouvoir fractionner et donner accès à des fonds de private equity, à des club deals professionnels, tout en respectant un peu le cadre et réglementaire et puis aussi de sécurité. Donc en choisissant un peu ce qui se fait de mieux sur la place et française et internationale. Donc moi je pense que le régulateur est en train d'aller dans le sens de la retailisation, de l'accessibilité. On a la réglementation LTIF 2 qui sort là, qui va justement aussi favoriser l'émergence d'acteurs comme nous et puis de pouvoir permettre aussi à des particuliers d'accéder à ces produits-là. Donc pour moi, en fait, aujourd'hui, on va dans le bon sens. C'est sûr qu'il y a plus de choses qui peuvent être faites, mais de mon point de vue, le régulateur français est l'un des plus avancés à ce niveau-là, au niveau de la fintech, au niveau de ce type d'éléments. Merci Nadim, on va demander l'avis d'Antoine un peu pour changer le sens. Je rejoins Nadim, la réglementation, elle est là en réassurance pour nous vis-à-vis de nos clients. Je pense que vis-à-vis d'un investisseur, savoir que les produits sont régis sous l'autorité des marchés financiers, c'est quand même relativement rassurant. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, elle est quand même challengeante, on va pas dire un autre terme. Et la relation à distance, elle a mis du temps justement à accepter le fait qu'on puisse délivrer un conseil à distance avec son client. Maintenant, il y a quand même des conseillers qui sont là. Nous, le constat qu'on fait, c'est que 95% des deals, ils se concluent malgré tout par un coup de fil avec un conseiller pour savoir qui on est, ce qu'on fait, etc. Donc c'est l'onboarding du client et l'intégration justement de toutes ces diligences réglementaires dans un parcours. Oui, c'est lourd. Vous n'allez pas acheter un contrat d'assurance vie, du private equity, de l'immobilier comme une paire de chaussures sur Amazon. J'adorerais, mais c'est pas possible. Et puis surtout, le levier que ça nous donne à nous, je crois que c'est un des thèmes pour finir, c'est comment, via le traitement de cette data, donc tout ce que vous nous donnez sur vous, sur votre patrimoine, sur qui vous êtes, sur comment vous appréhendez les risques, eh bien, comment on va nous se servir de l'ensemble de ces données pour vous proposer la solution qui est la plus intelligente pour vous. Et c'est là où ça diffère, je dirais, d'un réseau bancaire plutôt classique ou d'un conseiller en gestion de patrimoine classique, c'est que l'IA va nous permettre de traiter la donnée et justement de vous proposer le produit qui, en fonction de ce que vous nous dites,
nous permet de pusher le produit le plus adapté pour vous et votre patrimoine. Donc oui, la réglementation est un bon point de réassurance. Oui, elle nous permet, nous, de s'enrichir de votre data pour vous proposer les choses les plus adaptées. Maintenant, une fois de plus, c'est challengeant. Je trouve malgré tout qu'il y a une réelle distorsion de concurrence entre les acteurs. Moi, je suis régi par une société de gestion qui est elle-même détenue par une banque. Alors, vous voyez les couches qu'il peut y avoir en termes de risque réputationnel. Moi, je suis jugé comme si j'étais un asset manager, et l'asset manager me demande d'être jugé comme si j'étais une banque, pour pas qu'il y ait justement d'effet de bord ou de risque d'image de MoneyOne et d'extension par rapport à ceux qui nous détiennent. Maintenant, quand je regarde, on parlait de vidéos TikTok, Instagram, moi j'aime bien taguer l'AMF quand je vois des mecs prendre la parole en disant viens avec moi, j'ai une conférence, elle est gratuite, et puis en plus tu ressors de là, t'es riche. Donc parfois ça fout un peu les boules quand on voit ce que nous, la couche qu'on nous demande au quotidien pour être en conformité. Une fois de plus, c'est une bonne chose parce que, et j'adore le mettre en avant parce que c'est de la réassurance vis-à-vis des clients, mais il y a une certaine adaptabilité, je pense, qu'il faut étendre. Je pense qu'à l'AMF, il manque de bras également, parce qu'il y a énormément d'acteurs, énormément de discours. Une fois de plus, je reviens sur l'éducation financière, où il y a un vrai déficit. Quelqu'un qui n'y connaît rien et qui entend mets 1000 balles chez moi, tu ressors avec 10 000, effectivement, c'est alléchant. Mais encore faut-il être en capacité de comprendre un effet de levier x10, c'est que je peux perdre la totalité de mon capital. Sauf que ça, personne ne le dit. Très intéressant, Antoine, et sans filtre. On a hâte d'avoir le point de vue de Cédric, qui a commencé déjà à nous allécher dès la première intervention sur l'historique avec les autorités. Est-ce que les autorités, aujourd'hui, le cadre qu'elles ont dicté, ou en tout cas pointé pour Brix.co, convient, et est-ce que c'est finalement conforme à ta vision, je dirais, de ce que les jeunes générations attendent pour se lancer? Déjà, pour remettre dans son contexte, on a une législation qui est là et qui est dure, parce qu'à un moment donné, il y a certains acteurs qui ont essayé qui ont fait de la merde, et donc plus on a eu de problématiques financières qui sont apparues et de scandales financiers, et plus les législations se sont durcies, et ce qui paraît normal. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que la législation devrait avancer aussi vite que la technologie. Et on voit qu'il y a une accélération de la technologie, et donc c'est toujours dur à encadrer. Et à chaque fois qu'il y a une brèche technologique, il y a potentiellement des arnaques qui se passent. On a tous en tête les ICO qui se sont produites et qui ont arnaqué des millions d'euros d'investisseurs et qui étaient considérés comme des actifs numériques. Un actif numérique, ce n'est pas un produit financier, donc ce n'est pas du ressort de l'AMF. Et je rejoins en fait... donc, on est tous OK pour dire que la régulation, elle est nécessaire dans l'intérêt du consommateur, surtout retail. Par contre, on voit que, et moi ça a été mon constat, il n'y a pas suffisamment de bras au niveau de l'AMF, pour reprendre ton expression. Il n'y a pas suffisamment de personnes. Moi c'est marrant, quand je me suis lancé et quand j'ai lancé Brix, j'ai demandé un agrément. Et à ce moment-là, on m'a dit, il y a l'agrément européen qui va rentrer en application dans 6 mois. Finalement, il a mis 18 mois. Et en plus, il faudra 12 mois pour qu'on étudie ton dossier. Donc, grosso modo, ça m'aurait pris à peu près 24 mois pour avoir mon agrément quand j'ai voulu lancer la société. Et moi, j'avais juste envie de lancer maintenant parce que je pensais qu'il y avait un momentum à ce moment-là pour lancer. Et on ne m'a pas offert de solution. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une voie détournée avec un contrat de royalties qui n'était pas un titre financier à ce moment-là, donc qui me permettait de lancer très facilement, en tout cas selon les legal opinions qu'on avait eu de nos avocats. Et finalement, on est allé chercher un agrément vis-à-vis de l'autorité des marchés financiers, et ça nous a pris effectivement 18 mois de discussion avec l'AMF, mais parce qu'il n'y avait pas le ping-pong que j'attendais, c'est-à-dire que ça prenait longtemps d'étudier le dossier. On était assez réactifs pour envoyer les pièces, mais on n'était pas les seuls à avoir un dossier en instruction. Et donc c'est là qu'on peut avoir des distorsions de concurrence, parce qu'on s'est même posé la question à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas en Estonie chercher un agrément qu'on peut avoir en 4 mois? Et c'est un agrément européen, donc en fait... en Estonie, on fera le même boulot qu'on fait actuellement et on pourra viser des utilisateurs français.
Et c'est ce que Revolut a très bien fait, ou d'autres qui se sont dit, en fait, je ne passe pas par l'Allemagne, je ne passe pas par la France, je vais directement UK, Estonie, et c'est depuis l'Estonie que je vais lancer mon business. Ça me permet d'aller plus vite. Donc c'est ce qu'il faut qu'on évite, parce que forcément, on se retrouve sinon avec des business à Chypre, à Malte, qui peuvent aller cibler des investisseurs français et qui potentiellement auront une régulation qui sera... on a quand même une très bonne régulation en France, ça il faut le dire, et donc on n'aura pas forcément le même niveau de sécurisation pour les investisseurs. Merci. Alors un petit peu dans le prolongement des questions juridiques et des questions sur les risques, on ne peut pas tenir cette conférence sans parler du retournement du marché immobilier, puisqu'effectivement, il y a quelques années, tout le monde pensait que ça ne s'arrêterait pas, cette croissance folle qui a duré plusieurs décennies. Et puis, il y a eu un petit coup d'arrêt dont on ne sait pas combien de temps il va durer. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir finalement, lorsqu'on propose des produits accessibles à tous, est-ce que, d'une certaine manière, on ne doit pas être encore plus vigilant sur l'information sur les risques et en quoi vos solutions, finalement, prémunissent les investisseurs, plus ou moins expérimentés, par rapport à ces aléas. Peut-être que, Antoine, pour commencer. Effectivement, cette notion de transparence, elle doit être partout. Elle doit être sur le site, elle doit être dans les parcours pour venir justement alerter les clients sur les risques qu'ils prennent lorsqu'ils souscrivent à ce type de produit-là. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où les taux ont grimpé très vite, très fort, et l'immobilier n'aime pas ça. Et donc, on est dans le parfait exemple de la perte en capital ou de l'illiquidité du support. J'en parle parce que nous, c'est notre quotidien, enfin notre quotidien, j'exagère, mais c'est quand même relativement fréquent que l'on ait soit des médiateurs de l'AMF que les clients saisissent, soit directement des clients directement au téléphone, et qui nous disent « mais je n'avais pas compris que je ne pouvais pas retirer mes parts de manière aussi rapide et efficace que dans un contrat d'assurance vie, par exemple ». Et donc là, pour nous, c'est effectivement une remise en question et un challenge du quotidien pour venir mettre tout du long du parcours, ou même le maximum d'informations sur les risques que comportent ces produits-là. Alors ça peut se faire sur les parcours et sur le site, comme je le dis, mais également sur les réseaux sociaux. On s'évertue et on se challenge et on crée du contenu autour des avantages, mais évidemment des risques qui sont liés à ces produits-là. Donc il y a un vrai, une fois de plus, challenge et un rôle que l'ensemble des distributeurs doivent jouer, qui est de venir contrebalancer les avantages avec les risques. Nous, on l'a encore fait hier sur un produit qu'on va lancer très prochainement dans le cadre de l'assurance vie, où on commence par les risques, parce que justement, ça permet, de venir dire qu'il n'y a pas de recette miracle, et deux, de les tourner également je ne vais pas dire en avantage, mais quand on parle d'illiquidité sur la SCPI, oui, ce sont des produits, c'est de l'immobilier, ça peut se retrouver illiquide. Maintenant, une fois de plus, il faut comprendre pourquoi on achète ce produit-là. Quand j'achète de la SCPI aujourd'hui, je l'achète pour... La durée de détention moyenne d'un client en SCPI, elle est de 15 ans. Quand j'achète aujourd'hui mes SCPI, oui, je suis dans un contexte où certains véhicules immobiliers se retrouvent avec des parts en attente de revente. Maintenant, est-ce que la situation sera la même dans 15 ans ? Je n'ai pas de boule de cristal, mais il faut une fois de plus comprendre le produit dans lequel j'investis et pondérer, justement, prendre son risque. C'est un peu facile de dire ça, mais une fois de plus, c'est la culture financière. Aujourd'hui, j'ai un livret A sans risque qui me ramène 3% net de fiscalité. Bon, si je ne souhaite pas prendre de risque et que je veux m'exposer à ce type de produit-là, j'y vais, je suis capé en montant, mais au moins, je suis en phase avec le produit dans lequel j'investis. Eh bien, si je veux aller chercher, en dehors de ces taux sans risque, de la performance additionnelle, eh ben, j'y mets un risque en face. Il n'y a pas de recette miracle. Merci Antoine. Nadim, est-ce qu'on peut vendre à quelqu'un qui a une culture financière, on va dire, limitée ou récente, un produit immobilier en attirant d'abord son attention sur les risques et qui plus est dans un contexte plutôt morose ? Comment on fait ? Je vais
vais juste rebondir sur une chose que tu avais dit tout à l'heure, Dominique. Est-ce que pendant la période de crise, est-ce qu'on doit être plus vigilant sur le risque? Non. Il faut systématiquement en fait, le faire pour que tout le monde soit conscient de l'investissement dans lequel ils vont. Donc il n'y a pas forcément cette notion de risque supplémentaire à mettre en avant. Il faut vraiment que ce soit constant en fait, dans toutes les circonstances. Par contre, il y a tout un devoir d'explication autour du marché immobilier actuel. Sur les 2 dernières années, on est passé par une crise de taux qui a engendré une crise de l'immobilier. Crise de l'immobilier qui est principalement sortie au niveau commercial, des bureaux, etc. On le sait tous. Cela veut dire aussi, c'est dans les temps de crise, qu'il y a les meilleures opportunités sur le marché. Aujourd'hui, on l'a vu sur 2023, un peu sur 2022, et on va le voir à mon avis sur 2024, des SCPI qui vont être obligés, des SCPI et d'autres fonds immobiliers, qui vont être obligés de revendre leurs actifs par dizaines, centaines de millions d'euros à la casse, parce qu'ils ont besoin de se refinancer, parce qu'ils ont besoin de pouvoir assurer les demandes de liquidité, les demandes de sortie de leurs investisseurs. Ça veut dire qu'il y a des acteurs, certains acteurs français, et principalement des acteurs internationaux qui vont venir et qui commencent à venir sur le marché pour bénéficier, pour profiter de la crise. Il y a un peu, on l'a vu sur les dernières, en 2008 et puis sur les dernières crises, en France, on a un peu, quand on rentre dans une crise, les gens ont tendance à dire « Wow, ok, j'arrête, je ne fais plus rien, j'attends de voir comment le marché réagit ». Alors que les anglo-saxons, eux, au contraire, vont voir la crise et vont se dire « c'est là où les opportunités sont » et vont aller investir et acheter à la casse 20, 30, 40% de décote sur des pools d'actifs qui vont leur permettre derrière de générer des rendements très importants. Donc, il faut réussir à expliquer ça aux clients et puis leur expliquer que ce dans quoi vous investissez aujourd'hui, on est sur des millésimes ou sur des investissements qui datent d'aujourd'hui et donc qui n'ont pas été impactés par la baisse des prix de l'immobilier, qui n'ont pas été impactés par la hausse des taux et qui viennent justement bénéficier de tout cela. Donc, ce n'est pas évident, ça c'est sûr. Et donc, il y a ce travail d'éducation qui doit être fait autour de ça. Mais à mon avis, c'est aujourd'hui, justement dans l'immobilier, donc sur 2024, et avec la reprise a priori pour 2025, que les meilleures opportunités vont se faire et il faut pouvoir aller s'associer ou aller investir au fur et à mesure là-dedans si on a les moyens, si on a la capacité à le faire. Merci Nadim. Cédric, très rapidement, parce que j'ai une dernière question à vous poser, j'aimerais vous écouter tous. Toi, ton avis, c'est plus compliqué aujourd'hui d'attirer les petits investisseurs et est-ce que finalement il est sain de parler des risques avant de parler des opportunités? Déjà, à mon sens, si on dit vraiment accessible à tous, c'est le retail qui est le personne, pas forcément gros investisseur, mais vraiment petit investisseur. Lui, il ne comprend pas grand-chose à l'immobilier de bureau commercial qu'on va retrouver dans les solutions classiques d'investissement. Nous, ce qu'on voit au niveau de notre plateforme, c'est que les gens ont envie de donner du sens à leur investissement. Et donc, nous, ce qui fonctionne, c'est financer le vignoble de Tony Parker. Quand tu finances le vignoble de Tony Parker, les gens, le dimanche, ils sont contents de dire qu'ils ont mis 1000 balles dans le vignoble de Tony Parker et qu'ils vont aller acheter du vin qui appartient à Tony Parker. Parce que je donne du sens. Quand on va financer 2 nanas qui veulent créer un gîte pour y mettre des mariages, en fait, j'ai l'impression de participer à l'économie réelle en donnant de l'argent à une nana qui va organiser des mariages. Et donc, les gens, ils veulent se reconnecter avec entre guillemets, la vraie vie. Et savoir que leur argent va quelque part et non plus dans un livret A à la banque qui va servir à financer je ne sais quoi. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur la notion de risque, en fait, moi, je trouve ça assez, je vais encore être provocant, mais je trouve ça assez schizophrène parce que je vois passer des publications sur les réseaux sociaux où les mecs, comme tu dis, avec 1000 euros, tu peux faire 10 000 euros et en bas, il y a l'astérix, attention, investir comporte des risques. Donc, de tout temps, finalement, les gens ont eu tendance à faire confiance dans leurs banquiers. Et là, aujourd'hui, la personne de confiance est en train de se déporter sur les réseaux sociaux avec des influenceurs dans lesquels je bois les paroles. Et nous, on n'est pas en reste chez Brix. C'est que dès que je prends la parole, dès que je fais un live, les gens ont envie d'investir. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est de ma responsabilité personnelle. En fait, on a beau mettre autant de warnings qu'on veut, les gens ne se font pas forcément leur propre opinion, ils attendent que moi je leur dise si oui ou non il faut investir. Donc investir comporte des risques, on leur a tellement mis qu'ils ne le voient plus en fait. C'est un message, il y est mais je ne le vois pas. Donc c'est de ma responsabilité personnelle d'avoir un discours
qui n'est pas ultra positif et qui met bien en avant, comme dirait l'AMF, qui est équilibré et qui va mettre en avant les avantages et les inconvénients du projet. Et donc c'est plutôt de la responsabilité des chefs d'entreprise comme nous, de ceux qui prennent la parole sur les réseaux, d'avoir cette attitude qui est positive, parce que croire que parce qu'on met plus de warning, ça va décourager les investisseurs, en tout cas, moi, c'est pas mon opinion. Merci à tous. Et puis c'est très intéressant parce qu'encore une fois, c'est sans filtre. Donc on a une vision qui permet de vraiment se rendre compte du terrain. J'ai envie de terminer par une question un peu plus au perché, un peu plus visionnaire, si José me le permet. Il y a un an, on participait à une table ronde ici même autour du métaverse et de l'immobilier dans le métaverse. Effectivement, depuis un certain nombre de projets qui sont un petit peu tombés à l'eau. Pour autant, évidemment, la technologie, c'est quand même un peu au cœur de vos différentes solutions, à tous les trois. Moi, j'aimerais bien vous écouter sur votre vision de la pierre-papier digitale. Est-ce qu'elle va être effectivement transformée par l'intelligence artificielle, la DeFi, le métaverse, la tokenisation, etc. Est-ce que tous ces sujets ont vraiment leur place dans l'immobilier, ou est-ce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout un bien corporel qui convient finalement de respecter pour ce qu'il est? Je vais commencer pour changer un peu l'ordre par Nadim. Nadim, ton point de vue là-dessus? Est-ce que ça va révolutionner le fonctionnement? Non, je ne pense pas. On parlait de blockchain pendant quelques années. J'ai bossé pendant quasiment 5 ans dans la blockchain. J'étais accompagné par des acteurs comme PayPal ou Foxconn, où l'objectif était de développer des solutions d'optimisation d'onboarding, KYC, et on bossait avec des gouvernements un peu partout dans le monde. Et en fait, pour mettre en place ce type d'éléments à un niveau macro, ça prend énormément de temps et les grands acteurs ne sont pas prêts pour ça. L'IA ou d'autres éléments peuvent avoir un impact qui va venir améliorer quelques pans, selon moi en tout cas, de la société, par exemple, améliorer tout ce qui est service client, améliorer d'autres éléments comme ça, au niveau des process et autres. Mais utiliser par exemple la blockchain dans le cadre de la tokenisation immobilière, je trouve personnellement que ça n'apporte, à part mettre le tampon blockchain, ça n'apporte pas forcément de valeur puisqu'on est sur un système centralisé où aujourd'hui, passer par la blockchain ou pas, en soi, ça ne change pas énormément de choses, si ce n'est la liquidité, si elle existe. Donc la liquidité, de toute façon, c'est un marché, donc il faut qu'elle existe avec des acheteurs et des vendeurs pour qu'elle puisse avoir un effet. Donc, si ça doit arriver d'une manière ou d'une autre, ça prendra beaucoup d'années. Et les grands acteurs, les grands groupes et selon moi les gouvernements aujourd'hui ne sont pas encore prêts pour le faire. Et on parle là dans les 3, 5 ou 10 ans à venir. Merci beaucoup Nadim. Antoine, en 1 minute, ton point de vue. 1 minute, c'est challengeant. Nous, on a une double vision, à la fois MoneyOne en tant que distributeur et la française en tant qu'asset manager. Donc je pense que dans les process d'investissement et dans les études, dans tout ce dont peut se servir un asset manager, dans la data, ESG sur ses immeubles, etc., il peut y avoir des améliorations et l'IA peut aider un asset manager à réduire ses coûts et à avoir des leviers supplémentaires dans le futur. L'IA, j'en parlais tout à l'heure, pour nous en tant que distributeur, effectivement, capter de la data et une intelligence artificielle capable de la traiter pour vous proposer, je dirais, des produits qui vous sont adaptés, ça peut être un levier. Je pense que là, il y a un peu un déficit sur le marché et il faut que l'open data, justement, puisse, entre les acteurs, servir, parce que un des freins également pour l'utilisateur, s'onboarder sur chaque site, c'est long, c'est fastidieux, il faut aller chercher des pièces justificatives, etc., etc. Si on peut onboarder ça pour tout le monde, ça vous permettrait à vous de gagner du temps. Et sur la tokenisation, alors rendre un actif illiquide, liquide, c'est le challenge de tout le monde depuis un certain temps. On voit que c'est compliqué. Moi, je pense que l'exemple que l'on a aujourd'hui avec justement des sociétés de gestion qui se retrouvent avec des parts en attente de revente et certains volumes qui peuvent être très très importants, une solution qui pourrait être de faire du gré à gré justement sur le passif des SCPI pour pouvoir permettre à des utilisateurs de s'échanger des parts du passif à des prix décotés via la blockchain, ça pourrait être une idée pour venir désengorger
le passif de certaines SCPI et rendre éligibles ces parts-là d'échange au gré à gré. Alors ça peut se faire intra-société de gestion quand on connaît un acheteur et un vendeur, mais élargir ça à l'ensemble du marché, ça peut être un défi. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Cédric, ta vision là aussi en 1 minute si possible. Oui, je vais te prendre un exemple concret là, qui se pose chez nous. On a parlé de liquidité. Liquidité égale marché secondaire. Si tu as un marché secondaire, tu as un marché primaire qui est plus important et les gens mettent plus d'argent parce qu'ils se disent qu'ils ont la possibilité de sortir. Nous, on met en relation des émetteurs, donc des porteurs de projets immobiliers sur un marché obligataire, donc qui se font financer par des investisseurs qui achètent concrètement des obligations. Ça, c'est possible avec notre agrément sur un marché primaire. On n'a pas le droit de faire de la revente entre utilisateurs. On n'a pas le droit de faire l'appariement. C'est que si un particulier veut revendre une obligation, je n'ai pas le droit de le mettre en relation et de faire l'appariement avec un autre particulier. Pour ça, il me faut un autre agrément qui s'appelle un agrément PSI. Donc j'ai creusé, on a fait une demande pour avoir un agrément PSI, sauf qu'il faut matériellement prouver l'existence de cette obligation. Donc il me faut un dépositaire central de titres qui va prouver l'existence de cette obligation. Il n'y en a qu'un qui est agréé en France, il s'appelle Euroclear. J'ai contacté Euroclear. Euroclear m'a dit « Ah non, nous, les sociétés en direct, on ne les prend pas, passez par votre banque. » Donc c'est la banque qui doit faire appel à Euroclear pour prouver la matérialité. Une transaction avec Euroclear, c'est à peu près entre 300 et 500 euros. Quand j'ai des quand j'ai des obligations qui valent 10 euros et que j'ai une communauté qui s'échange des obligations à 10 euros, déjà, ça fait un nombre d'intermédiaires qui est très important et ça n'a pas trop de sens. La blockchain, là-dedans, comme c'est complètement décentralisé, et qu'on est plus sur un truc centralisé avec un émetteur qui peut prouver que le titre existe vraiment. Et donc, c'est en ça que la blockchain ne révolutionne rien. On va retrouver les usages, mais en tout cas, elle va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur dans des cas comme ça qui ne permettent pas en fait de s'échanger des petits montants et donc c'est pas du tout accessible à des particuliers. Donc c'est là que les innovations en fait peuvent nous permettre d'accélérer sur des usages à la condition que la législation ne vienne pas tout bloquer au profit de monopoles d'Euroclear ou d'autres banques. Voilà. Merci à tous. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. On a un peu dépassé le temps. Je vous prie de nous en excuser. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce qui a été dit? Peut-être que tout le monde a faim. Donc, je redonne la parole à José.